L'émission se nomme Gokwezi Bonelo, un terme zoulou qui signifie modèle ou exemple. Notre ambition est d'offrir à notre jeunesse, à travers le parcours de personnalités, qu'elles soient publiques ou non, des exemples à suivre comme repères. Dans des sociétés peu inclusives, où les opportunités de formation permettant d'exprimer leur créativité sont rares, il est essentiel qu'ils puissent développer des projets en lien avec leur culture d'origine. Les modèles que nous mettons en avant se distinguent de la pensée conventionnelle et ont réussi dans leur domaine, malgré les obstacles. Nous observons également que de nombreux individus suivent un parcours académique, mais trouvent leur épanouissement en dehors de celui-ci. Nous ne souhaitons en aucun cas minimiser l'importance des acquis académiques, mais nous voulons transmettre à la jeunesse, souvent désorientée, l'idée qu'il est crucial, en plus de leur formation académique, de mûrir des projets et d'agir dans la société, en s'inspirant de modèles qui leur ressemblent. C'est à travers les parcours individuels que se dessinent les possibles. J'aimerais que vous nous disiez qui est M. Koulibaly aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait maintenant. Oui, alors, moi je suis parti à l'âge de 19 ans de mon village en 1969 et comme je vous ai dit, je ne savais pas lire, savais pas parler le français ni arabe et autres. Hein. Bon, je suis allé à l'école coranique pendant 4 ans, mais j'ai appris simplement à citer les versets coraniques pour la prière quand j'étais enfant, quoi, dans le village là. Donc, je suis venu en France quand je suis venu je suis parti de mon village, à Laïna, qui est situé au Sénégal oriental. D'ailleurs, en France, ici, quand tous les Sénégalais qui me rencontrent, comme moi je ne parle pas Wolof, ils pensent que je suis malien, or que je suis sénégalais, quoi. Mais quand mon grand-père est venu à cet endroit-là, ça s'appelait Gadjaga. Il y avait des noms, quoi. Les pays avaient des noms Bundu, Gadjaga, Kanyaga. Et voilà. Mais le Sénégal n'existait pas, ni le Mali. Et donc, je suis venu en 1970 à Paris. Donc, comme tout immigré, hein, je viens ici pour trouver du travail et aider ma famille, quoi. Voilà, c'était l'objectif. Je ne savais pas lire ni écrire. Donc, j'arrive. Mon oncle, mon petit père, le frère de mon père, était venu déjà, ça faisait quelques mois, il était en France. Donc je vais le rejoindre dans le foyer, dans le 12e arrondissement. Il y avait mon cousin aussi qui était là. Mon cousin, c'est la fille de ma tante qui était là aussi, qui avait quitté son foyer pour venir rejoindre son oncle. Et tout de suite, mon père m'a trouvé du travail dans le foyer. Je faisais le ménage, c'est-à-dire que quand les gens, le matin, ils déjeunent, tout ça, ils ont fini, ils vont travailler. Moi, je viens, je lave les réfectoires. Après, je lave les sols, je lave les cuisinières et tout. Et j'ai dû faire 1 mois là. Après, j'ai un oncle qui travaillait dans une bonneterie à Paris, dans le 13e arrondissement, la rue aux Ours. Je vais essayer de faire vite. Et lui, il partait en vacances. Il a demandé à ce que je vienne le remplacer dans ce magasin-là. C'était un peu mieux payé que le foyer. Mon oncle l'a accepté, je suis allé travailler là-bas. Et dans cette boutique, il y avait un autre oncle qui travaillait là, qui était d'un autre village, mais que je connais parce qu'on est tous de la même famille dans les villages voisins. Hein. Et je l'appelais oncle. C'est ainsi. C'était un prince nous, on était Gadjaga, mais eux, ils sont de Bundu. C'est eux qui étaient les rois de Bundu. Il s'appelle Ahmadissi. Donc, un jour, il m'appelle, il me dit, ça faisait à peine 2 ou 3 mois que je travaille. Pardon. Excusez-moi. Je travaille dans ce magasin-là. Il m'appelle, il me dit, mon fils, en Peul, en Poulard, parce que je parle le Peul aussi, je parle le Soninké. Il me dit, ne fais pas comme tous les immigrés. Ne passe pas ton temps à faire le manœuvre comme ça. Fais une formation et apprends un métier. Alors, Ablaï, il s'appelait Ablaï ici. Je dis, mais tonton Ablaï, moi, je ne sais pas lire ni écrire. Il m'a dit, mais en France, ici, ce n'est pas un problème. Tu peux apprendre à lire et à écrire. Donc, il a dit, c'est un conseil que je te donne. Et bien sûr, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et je dis, mais comment il faut faire?
Il m'a dit, tu vas aller à l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, et tu vas là-bas, tu t'inscris, tu dis que tu veux faire une formation. Et ils vont t'inscrire, ils vont te demander ce que tu veux faire et tout ça. Tu dis ce que tu veux faire. Et moi, je voulais faire menuisier. Pourquoi menuisier? Parce que quand j'étais au village, dans la ville de Bakel, le chef-lieu du département où je suis, ça s'appelle Bakel. Et c'est là où il y a le fort de René Caillé, l'explorateur, là, le bandit. Là. René Caillé, il y a son fort là-bas à Bakel. Et ils avaient fait j'ai un oncle qui travaillait dans ce fort-là. C'était le menuisier de la ville, en fait. Donc, j'allais souvent le voir là-bas et j'aimais beaucoup l'odeur du bois là, qu'il sciait, qu'il coupait. Donc, quand je suis allé à l'ANPE pour m'inscrire, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous voulez faire comme métier? Je dis, je veux faire menuisier. Ils ont dit, mais menuisier, c'est compliqué, vous ne savez pas lire, écrire. Et menuisier, il faut faire des dessins compliqués et tout ça. Vous ne pourrez pas faire ça. Je dis, mais dites-moi, qu'est-ce que je peux faire? Ils ont dit, mais pourquoi vous ne ferez pas maçon? Alors, j'ai réfléchi quelques minutes. Alors, ma réflexion était tout de suite, partout dans le monde, il y a des maisons. Donc, un maçon, il pourra travailler partout. J'ai accepté. Ils m'ont inscrit. Et quelques mois après, j'ai reçu une convocation comme quoi je pouvais aller faire ma formation à Meaux, en Seine-et-Marne. Formation de maçon. Alors, bien sûr, j'ai dit ça à mon oncle, mon père, qui n'était pas trop d'accord. Aucun doyen du village n'était d'accord, parce que pour eux, je ne suis pas venu pour aller à l'école, je suis venu pour travailler et aider la famille, quoi. Donc, eux, ils ne voyaient pas ça. Mais j'ai fait un peu le récalcitrant, quoi. Hein. Et je suis allé faire la formation. Et quand je suis allé faire la formation, mais avant d'aller là, dans le foyer, j'étais avec un copain qui, lui, il aimait beaucoup les journaux. C'était l'époque des yéyés, hein, les années 70, là. Il achetait beaucoup de journaux comme ça. Lui, il savait lire, écrire un peu, même moi, je les prenais, je les regardais comme ça. Quoi. Donc, quand je suis arrivé à ce centre de formation, j'avais un ami, j'ai rencontré là-bas un Béninois, s'appelait Fanou Simon. D'ailleurs, je le cherche toujours sur Internet partout, je n'arrive pas à le trouver. Et ce gars, il m'a sauvé. Il est beaucoup pour mon parcours. Donc, premier jour, j'arrive là-bas. Deuxième jour, on s'est vu dans le réfectoire le premier jour. On a sympathisé, outillé et tout. Et puis, le deuxième jour, il vient me trouver dans ma chambre. J'étais logé dans une chambre avec un Algérien. Il me trouve en train de lire, en train de fouiller ces revues je crois que c'est Best, voilà, ça s'appelle The Best. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je lui dis, ben, je regarde tout ça là. Il me dit, il ne faut pas faire ça. Il y avait un petit bouquin, il me jette ça devant, il me dit, c'est ça qu'il faut lire. Et c'était le biographie d'Angela Davis. Je lui dis, mais moi, je ne sais pas lire. Il a dit, mais moi, je vais t'apprendre à lire. Et il me donne ça. Il me dit, demain, on va aller chercher un dictionnaire. Et puis, je vais t'acheter un livre de conjugaison. Conjugaison. Les verbes, conjuguer les verbes, tout ça. Donc, on va, moi, lui et un Guinéen, Bangoura, qui était copain aussi. Lui, il a acheté le livre de conjugaison. Le Guinéen m'a acheté le dictionnaire que j'ai encore. Donc, il m'a dit, lis ce livre-là. Donc, il me l'a donné. Et comme je savais lire l'alphabet quand même, je m'étais débrouillé, hein, parce que, pour vous dire, les 6 mois que j'ai fait à l'école à Ololdou, là-bas, près de mon village, et au bout des 6 mois, là, je connaissais l'alphabet, Mamadou et Bineta, là. Toto, Paté, Anani, Nono, Nini. Ça, je le connaissais par cœur. Et au point que les maîtres d'école, ils allaient à Bakel, ils me laissaient donner des cours aux élèves, quoi, en 6 mois. Hein. Donc, ça veut dire que je savais déjà lire avec des fautes, hein, mais bon, ça veut dire que il y a beaucoup de mots en français que je ne comprenais pas. Donc, je passais pratiquement autant de temps à lire le dictionnaire qu'à lire le livre et comment on appelle ça, le livre de conjugaison, là. Pendant le CAP, c'était très bon en pratique. Mais je ne savais pas faire le calcul. Les calculs, par contre, je n'en avais jamais fait. Au point que le moniteur, il s'inquiétait, quoi.
pour moi, quoi. Alors, moi, je lui disais, mais il faut m'apprendre, il faut m'apprendre. Et puis, j'irai voir mes copains qui savent faire des calculs, tout ça. Ils m'expliqueront après les cours. Donc, je passe mon CAP pour raccourcir. Hein. Je passe mon CAP et je réussis. Je sors même parmi les 3 premiers du CAP. Et donc, ils ont même voulu m'embaucher à la mairie de Meaux là-bas. Mais moi, je n'ai pas voulu. J'ai voulu revenir à Paris et retrouver ma communauté là. Donc, je suis venu là et j'ai cherché du travail. J'ai commencé à travailler dans le bâtiment. J'ai démissionné du magasin où j'étais. Je suis allé dans le bâtiment. Mais quand l'hiver est venu, j'avais trop froid. Et je suis retourné au magasin voir la dame et elle m'a repris. Et l'été, je suis reparti encore. Après, je suis resté à travailler comme maçon. Et jusqu'en 85. 85, j'étais venu en 75, pardon, parce que je suis venu en 70. En 75, je suis reparti en vacances chez moi. Je suis retourné 5 ans après, je suis retourné en vacances. Quand je suis allé en vacances, et mais pendant ces 5 ans, j'ai rencontré des gens, ce Fanou Simon là, lui connaissait bien les gens de Fayence là, fédération, c'est tous des étudiants, hein. Donc lui m'a introduit beaucoup dans ce milieu-là, j'allais à des réunions, j'écoutais, et j'ai rencontré aussi un Malien qui lui faisait partie de ACTAF, Association culturelle des travailleurs africains de France. Et donc, c'était la période des guerres avec Israël et Palestine, là. Et puis, donc, petit à petit, eux, ils m'ont conscientisé. J'ai commencé à... quand j'ai lu, donc, j'ai fini de lire l'autobiographie d'Angela Davis, là, et ça m'a amené sur les frères de Soledad, toujours d'Angela Davis, sur les frères qui étaient en prison de Soledad, là. Et j'ai lu ça. Et il y a des moments où, quand je lisais, je pleurais, quoi. Quand je voyais ce que les Blancs faisaient à nos frères et tout ça. Et ça m'a beaucoup marqué. Donc, je me suis mis, dans un livre, bien sûr, il y a des titres, je me suis mis à lire. Et donc, en 1975, je viens donc en vacances. On me dit, il y a un Français qui est venu, qui cherche des gens dans le village qui savent lire et écrire. Et on a appris que tu sais maintenant lire et écrire. On lui a donné tes coordonnées. Il cherche des gens pour leur faire des formations agricoles. Et moi, j'étais convaincu que l'Afrique a besoin de l'autosuffisance alimentaire, que c'était la base, quoi. Que tant qu'on a faim, ben on ne pouvait pas réfléchir. Donc, je m'étais dit que il faudrait c'était ma vision en tout cas. Et quand ils m'ont dit ça, je dis ok, quand je vais retourner en France, je vais le voir. Et quand je suis revenu, j'ai fait un mois de vacances, hein, au mois d'août, je suis revenu. Cette personne m'avait écrit. C'était une association qui s'appelait GRDR, Groupement de recherche et de réalisation rurale dans le tiers-monde. L'association s'appelait comme ça. Et donc, leur président m'avait envoyé un courrier comme quoi ils cherchent des Africains qui veulent faire des formations en agriculture pour retourner en Afrique. Et bien, moi, je dis, c'est vraiment ce que je cherchais, quoi. Donc, j'ai répondu que j'étais intéressé. Et en octobre 1975, j'ai démissionné de mon poste de maçon pour aller à Angoulême faire cette formation agricole. Et en fait, il s'est trouvé que c'était à l'époque, il commençait à y avoir des difficultés économiques en France. Donc, ils ont commencé à durcir le ton sur l'immigration. Ils ont commencé à mener une politique de retour de certains immigrés chez eux. Donc, ils leur faisaient faire des formations, ils leur donnaient un peu d'argent, ils leur disaient de retourner chez eux. Donc, je suis allé faire cette formation à Angoulême, qui a duré 9 mois. Formation qui était quand même du niveau brevet technique agricole. Mais ils ne voulaient pas nous donner de diplôme parce qu'ils ne voulaient pas qu'on reste en France. Donc, et nous, on a exigé à ce qu'on ait un diplôme. Donc, ils ont inventé un diplôme qu'ils ont appelé mécanicien d'entretien aux collectivités rurales. Mais qui ne vaut rien ici, mais ils nous ont donné ça, quoi. On n'était que des Africains, mais il y avait tout. Il y avait des Congolais, il y avait des Béninois, il y avait des Algériens, il y avait des Marocains, Sénégalais, Maliens. On a fini cette formation qui a duré 9 mois. On a fait de la mécanique agricole, de la menuiserie, un peu de tout, quoi. Et l'agriculture même, l'élevage et tout. Donc, quand moi j'ai fini ça,
Je dis, bon, mais moi, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas aller dans mon village comme ça. Moi, mon village, je suis dans le Sahel, hein. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et j'aimerais faire de l'agriculture contre-saison, quoi. En dehors de la saison des pluies, faire de l'agriculture, donc irriguer. Et pour cela, il me faut un forage, il me faudrait des motopompes, tout ça. Donc, je monte un projet que je vais présenter au consulat du Sénégal à Paris pour leur dire que je voudrais rentrer, j'ai un projet pour rentrer dans mon village. En fait, mon projet, c'était d'aller faire un champ collectif, un foroba, mais pour le village. Mais le but de ce foroba, c'était de former les gens aux techniques culturelles modernes. Surtout éviter qu'on défriche, parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On défriche une terre qu'on cultive pendant 3, 4, 5 ans. Quand la terre ne donne plus, on ne met pas de fertilisant. Quand ça ne donne plus, on va couper ailleurs. Donc, on fait beaucoup de déforestation avec ça. J'ai vu ça au fil des années que j'ai vécu. À chaque fois que je vais là-bas, je trouve que les forêts, la steppe avance, quoi, le désert. Donc, je voulais créer un champ collectif où une fois par semaine ou 2 fois par semaine, tout le village vient travailler dans ce champ pour apprendre les techniques modernes d'élevage, de machin. Et aussi, ce qu'on va récolter dans ce champ, on va créer une boutique communautaire qu'on va stocker le mil, parce que à l'approche des nouvelles récoltes, il y en a qui n'ont plus de nourriture et le prix du mil monte. Donc, je dis, quand le prix du mil va monter, le récolte du magasin collectif, du champ collectif va servir. Les gens pourront, ceux qui ont besoin de mil, acheter du mil, ils achèteront dans le village directement. Donc, j'avais monté ce projet-là. Mais le gouvernement, quand j'ai donné ça au gouvernement, ils m'ont répondu pour me dire que il va y avoir une formation à Nîmes, dans le Gard. Je ne connaissais pas Nîmes, hein, à Nîmes. Et si vous faites cette formation, on vous aidera à réaliser votre projet. Donc, ça, c'était ça devait être en décembre ou même en janvier. Et ça se passait, la formation se passait en début janvier, quoi. Et donc, je suis allé voir mes copains, mes camarades à Paris. Je dis, moi, j'arrête tout. Je vais faire cette formation. Après, je rentre définitivement. Donc, je suis venu à Nîmes. C'est comme ça que je suis venu à Nîmes. Je me suis retrouvé à Nîmes. J'ai quitté Paris, je suis venu à Nîmes. J'ai fait cette formation. C'était spécialisé dans l'irrigation et le maraîchage. J'ai fait cette formation. Et pendant la formation, on s'est rendu compte qu'en fait, moi et un autre copain, on s'est rendu compte que c'était politique. Ce n'était pas pour nous aider. En fait, le but, c'était de nous dire de rentrer et récupérer nos cartes de séjour pour pas qu'on revienne. Donc, ils sont allés, il y a quelqu'un qui est venu nous voir et il dit qu'il était allé au Sénégal pour voir le gouvernement, pour nous accueillir, tout ça, et que pour le moment, le gouvernement ne pouvait pas aider tout le monde dans son projet individuel, mais qu'il pouvait nous trouver du travail à chacun. Et moi, comme j'avais fait mon CAP de maçon et que j'avais fait l'agriculture à Angoulême, ils ont dit qu'ils m'engageaient comme encadreur et animateur dans un projet périmètre irrigué dans le département de Bakel, par une société, en fait c'est une société multinationale, on fait comprendre que c'est national, mais c'est une société multinationale, mais qui impose les cultures aux paysans. Et c'est eux qui ont tout le matériel, et tout le travail qu'ils font, il faut... Bon, moi, j'ai étudié ça, je dis non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais aller travailler dans mon village, je ne veux pas aller travailler pour une société. Je dis, si on peut m'aider pour aller travailler dans mon village et que je puisse former les gens de mon village, que je puisse les sensibiliser plutôt que former, hein, et j'y vais, sinon je reste ici. Donc, à la fin, ils ont dit non, qu'ils ne pouvaient pas. Alors, tout le monde est rentré, sauf moi et ce copain-là. Nous, on est restés. Donc, j'ai trouvé qu'à Nîmes, il faisait plus beau. Donc, je dis, si je reste en France, évidemment, je vais pas travailler dans l'agriculture, je vais retourner faire mon métier de maçon. Donc, c'est là, en 78, donc, 77, 78, fin juillet 77, j'ai trouvé un appartement à Nîmes, je suis resté là, et aussitôt, je me suis inscrit pour faire, je dis, bon, mais je vais faire carrière dans la maçonnerie. Donc, mon objectif, c'était de CAP de maçon, faire une formation de chef de chantier, faire la formation de conducteur de travaux. Voilà, c'était mon objectif, ça.
Et donc, aussitôt après la formation d'agriculture, donc comme je n'ai pas pu y aller, je suis allé à l'AFPA pour m'inscrire pour faire la formation de chef d'équipe en maçonnerie. Et j'ai cherché du boulot, j'ai trouvé du boulot dans le ravalement des façades. Et l'entreprise m'a embauché et j'ai commencé à travailler avec. Il m'a embauché comme maçon pour préparer les arêtes, les machins devant les façadiers. Moi, je prépare les arêtes en tant que maçon et eux, ils viennent, ils font les enduits. Donc, et j'ai dit à mon patron que je me suis inscrit pour faire une formation qu'on risque de me convoquer prochainement. Il m'a dit, ben, si on te convoque, tu iras faire ta formation et tu reviendras. Et il a dit, mais moi, je ne t'embaucherai pas comme chef, moi, je t'embaucherai comme ouvrier. Je lui ai dit, mais ça ne fait rien, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la formation. Donc, en 79, on m'a convoqué, je suis allé à Limoges faire la formation de chef d'équipe maçonnerie et ça a duré 3 mois. Et là, j'ai eu mon diplôme aussi. Et je suis revenu travailler dans l'entreprise de ravalement de façade. C'est là où j'ai appris le métier de façade. Et j'ai travaillé donc là de 88 jusqu'à, qu'est-ce que je veux dire, de 79 jusqu'en 88. Mais vers la fin, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos et la sécurité sociale, ils m'ont déclaré travailleur handicapé catégorie B. Je passe par la Cotorep, donc ça me donne droit à faire une formation mais de reconversion. C'est-à-dire qu'il fallait plus que je retourne sur les chantiers. Il fallait que je fasse un métier où je ne force plus parce que pour pas m'abîmer le dos. Donc là, je suis allé m'inscrire et j'étais intéressé soit à faire le cuisinier, ou à faire. J'aimais beaucoup faire des photos. À chaque fois que j'allais en Afrique, je faisais beaucoup de photos. Cuisinier parce que je voulais peut-être ouvrir un restaurant. Je dis, ou je fais photographe pour en faire mon métier. Le troisième, c'était quoi? Non, j'ai donné d'abord, je dis, je vais être chef d'équipe, chef de chantier. Après, conducteur de travaux, je dis, non, chef de chantier, ça travaille sur des chantiers. Il ne faut plus aller là. Il faut aller ailleurs. Donc, alors je dis, alors, cuisinier ou caméraman. Ils ont dit caméraman ou photographe, ça demande beaucoup d'études. Vous n'avez pas beaucoup de niveau. Par contre, pourquoi vous ne ferez pas maîtreur et dessinateur? Je ne savais pas ce que c'était le métier de maîtreur. Je dis, mais c'est quoi maîtreur? Ils m'ont expliqué. Le maîtreur, c'est celui qui calcule tous les corps qui rentrent dans le bâtiment, hein, tous les matériaux, des fouilles jusqu'aux portes, jusqu'au carrelage, jusqu'aux tuiles. C'est celui qui calcule tout ça. Il y a l'architecte qui fait le descriptif. Après, il y a le maîtreur qui fait les quantitatifs et il fait l'estimation du coût d'une maison. C'est ça le maîtreur. Et dessinateur, c'est celui qui fait les plans. Il dessine pour un architecte. J'ai accepté. Alors, ils m'ont dit, bon, vous avez un niveau bas, il faut que vous allez faire une préformation de 3 mois pour vous mettre un peu à niveau, mais vous pouvez le faire parce que c'est assez technique quand même. Donc, je me suis inscrit et en 78, non, 88, ouais. 83, pardon. 83, je suis allé dans un centre, ils appellent ça Centre Vincent Auréole, à Muret, c'est à côté de Toulouse. Je suis rentré là. Et quand je suis arrivé, quand on arrive les premiers jours, ils appellent tout le monde, ils demandent tout le monde quel est ton niveau, quel est ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu as comme diplôme et tout ça. Et moi, c'était le sous-directeur. Quand il m'a appelé, il m'a demandé mon niveau. Je dis, ben, j'ai un CAP de maçon, j'ai un CAP de chef d'équipe en maçonnerie, et puis j'ai l'équivalent d'un BPA agricole, tout ça. Il m'a dit, mais c'est quoi votre niveau de formation, tout ça à l'école? Je lui ai dit que moi, je ne suis pas allé à l'école. Quand je lui ai dit ça, il a fait un bond, quoi. Il fallait que je plaisantais. Il me dit, mais vous plaisantez? Je dis, non, je ne suis pas à l'école. Tout ce que j'ai appris comme ça, j'ai appris tout seul. Il m'a dit, mais vous êtes fou. Vous faites une formation qui est du niveau de brevet technique. Maîtreur, c'est le niveau de brevet technique et dessin. Vous ne pourrez pas suivre la formation. Je dis, oui, mais moi, j'ai passé un test psychotechnique. On m'a dit que j'étais capable de le faire. Il m'a dit, mais il n'y a pas de psychologie ici. J'ai rigolé, quoi. Il est furieux, quoi. Et d'ailleurs, il était allé voir le directeur pour lui dire, quoi. Mais l'autre, il a dit de me laisser.
Donc, j'ai suivi cette formation qui a duré 24 mois plus les 3 mois que j'ai fait en préformation. Ces préformations, on apprenait pendant la formation le français, l'enseignement général en français, quoi, et l'anglais et les mathématiques, quoi. C'est vrai que c'était un niveau très poussé, au point que moi, pendant les cours, je ne pouvais pas prendre de notes parce que je ne pouvais pas suivre en même temps écrire. Et ça aussi, ça rendait furieux, le machin. Je dis, ben non, je ne peux pas parce que je ne peux pas écouter et puis écrire, je ne peux pas écrire vite. Je dis, donc le soir, j'irai voir mes collègues pour copier. Et j'ai fait comme ça. Et à la fin, j'ai eu les 2 diplômes. J'ai eu le brevet de maîtreur et CAP de dessinateur. Et quand j'ai fini ça, je suis revenu à Nîmes et je ne trouvais pas de boulot ni comme dessinateur ni comme maîtreur. Et là, je suis parti faire, il y a un copain qui est venu me voir, je faisais de la musique en tant qu'amateur comme ça, je faisais des percussions, quoi. Et il y a un copain marocain qui jouait dans un orchestre professionnel qui est venu me demander d'aller jouer avec eux. Je suis allé jouer avec eux pendant presque 2 ans et demi, hein. Mais au bout de 2 ans et demi, l'orchestre a voulu qu'on déménage sur Paris parce qu'ils avaient beaucoup de frais pour nous payer le transport entre Nîmes et Paris, et l'autre était à Montpellier. Celui de Montpellier, il est allé, moi j'ai refusé, je dis non, je vais pas. Je dis, et puis je veux pas me considérer comme musicien professionnel, quoi. C'est pas dans ma culture, quoi. Chez moi, la musique est réservée au djeli, voilà. Et moi, en tant que Toti, je dois exercer un métier. Donc, c'est là, je me suis dit, bon, j'ai créé, je suis allé voir un copain, moi, je dis, on va créer notre entreprise. Et lui, il me dit, mais moi, je ne sais pas gérer une entreprise, machin et tout. Et je lui dis, mais écoute, on a notre ancien collègue qui a créé son entreprise, ça marche. Je lui dis, nous, on maîtrisait bien le travail mieux que lui. Je lui dis, bon, on va le faire, moi, je vais le gérer. Et c'est là où, en 88, octobre 88, avec mon copain, on a créé une société société de fête, c'est-à-dire que c'était 50-50, les frais et les bénéfices. Donc, mais lui, au bout d'un an, il a dit que ça ne l'intéressait pas parce qu'on ne gagnait pas beaucoup. Parce que moi je gérais de façon qu'on ait toujours 1 mois de trésorerie d'avance, de façon à pouvoir payer les fournisseurs. Et l'argent qui restait, on le partageait. S'il ne restait pas, ben, on n'avait rien. Et lui, il n'a pas voulu supporter ça. Et donc, il a voulu arrêter. Mais comme moi, je m'étais associé avec lui, qu'il avait avancé 30 000 francs à l'époque, je dis, bon, mais écoute, je te prends comme salarié et tu vas travailler avec moi jusqu'à ce que tu te rembourses tes 30 000 francs. Et en plus, comme tu étais au chômage, je t'avais enlevé du chômage et ça va te donner droit au chômage. Donc, il a travaillé avec moi pendant 6 mois et j'ai pu lui payer les 30 000 francs que lui, il avait avancé pour la société, et je l'ai licencié, il allait s'inscrire au chômage. Après, il a voulu faire du pizza et tout ça, et puis ça n'a pas marché. Bref, j'ai embauché un jeune qui a travaillé avec moi. Donc, on a commencé à 2, et après, c'est monté à 3, après, c'est monté à 4. Donc, là, je suis allé jusqu'à 5 personnes, quoi. Et puis, un jour, il y a une entreprise qui me sous-traitait du travail dans le secteur sauvegardé. On appelle secteur sauvegardé, c'est les centres-villes anciens où il y a des prescriptions architecturales qui obligent les propriétaires à faire des travaux, à restaurer les maisons telles qu'elles étaient avant, et avec des matériaux naturels tels que la chaux, le plâtre et autres. Donc, je me suis spécialisé là-dedans et j'ai fait l'entreprise qui me sous-traitait des chantiers à Nîmes, il a fait faillite. Et il avait un hôtel en plein centre de Nîmes, un hôtel en face des arènes de Nîmes. Donc, c'est vrai, les arènes de Nîmes, c'est monument historique. Et c'est aussi patrimoine de l'humanité. Donc, j'ai fait cet hôtel et personne ne me connaissait à Nîmes. Quand j'ai fini cet hôtel-là, la mairie de Nîmes, ils m'ont mis sur la liste des entreprises compétentes pour travailler en secteur sauvegardé, sans que je demande quoi que ce soit. Et donc là, j'ai commencé à avoir du travail sur Nîmes. Et après, ça a été Montpellier, après ça a été Avignon. Et voilà, et petit à petit comme ça, je suis monté jusqu'à 18 personnes. Hein. Et pendant ce temps-là, je faisais quand même la musique. Hein. Je faisais la musique avec mes copains musiciens, mais en tant qu'amateur.
Et je partais pour 15 jours, pour 20 jours. Là, j'ai fait le tour du monde comme ça. Je suis allé aux États-Unis 2 fois, je suis allé au Mexique 2 fois, je suis allé au Venezuela, je suis allé aux Émirats, j'ai fait tous les Émirats là. Je suis allé en Chine 2 fois, en Inde. J'ai fait le tour du monde, quoi, mais tout en ayant mon entreprise et mes salariés. Voilà, donc depuis, je continue, voilà, jusqu'à maintenant. Donc, vous connaissez mon histoire. Merci. En tout cas, je ne saurais pas vous qualifier, Monsieur Demba Coulibaly. Vous êtes, je dirais simplement, vous êtes un exemple et je suis heureux d'avoir recueilli votre témoignage parce que, voilà, ce témoignage qui sera en ligne, j'espère qu'il va inspirer beaucoup de jeunes. Moi-même, je me lance dans l'entrepreneuriat et je vois le courage, je vois à quel point il faut se battre. Il faut se battre et vous êtes un exemple, Coulibaly. Je suis très heureux de votre témoignage et je vous coupe la parole juste parce que vous dites que vous faites machin. Ça, c'est un conseil que je donne souvent à ceux qui veulent. Parce que quand je me suis mis entrepreneur, bon, au départ, je savais simplement travailler. Je connaissais le métier, mais je ne savais pas gérer une entreprise. Donc, alors, pendant ce temps, j'ai quand même fait des formations. J'ai fait ce qu'on appelle un GEAB, gestion d'entreprise artisanale. Ça m'a permis de connaître un peu le social, le juridique de l'entreprise, mais aussi la comptabilité et aussi le calcul des prix de revient et les seuils de rentabilité. Donc, j'ai fait aussi, c'est une formation qui a duré 2 ans, mais c'était en raison de 2 jours par semaine. Ça, je l'ai fait, cette formation. Et pour mon entreprise. Après, j'ai aussi fait une démarche, ce qu'on appelle une démarche qualité qui amène des fois à ce qu'ils appellent le ISO 9001 ou machin. Mais je n'ai pas pu l'atteindre, ça, parce que c'est difficile avec les ouvriers de maçonnerie. Hein. Les ouvriers, c'est pas trop des intellectuels, quoi. Eux, voilà, ils font leur travail, leur paye. La seule personne qui me suivait, c'était ma secrétaire à l'époque. Donc, j'ai fait cette formation aussi. Mais j'ai fait aussi beaucoup d'autres formations de spécialisation, telles que les enduits de terre, parce que chez nous, on construit avec de la terre. Et je suis reconnu aussi comme quelqu'un qui est spécialisé dans les enduits de terre et l'isolation des maisons avec chaux-chanvre, la paille, mélange de paille avec de la chaux. Je me suis spécialisé là-dedans aussi. Ça aussi, quand ils cherchent un spécialiste, ben c'est moi, vous avez dû voir tout ça sur mon site. Et donc, pour dire quoi, au bout d'un moment, à chaque fois quand j'avais des difficultés dans l'entreprise, je me disais, mais en fait, il me manque telle chose. Je vais faire cette formation. Quand je l'ai fait, je me rends compte encore qu'il me manquait autre chose encore, ainsi de suite. Voilà, jusqu'à arriver maintenant à une certaine pérennité quand même, avec une certaine expérience quand même. Donc, déjà, ça vous met à l'aise parce que vous n'avez plus peur, vous maîtrisez votre métier. Et j'ai adopté une doctrine qui dit que l'entreprise, c'est 3 parts de gâteau. Ces 3 parts, c'est la technique, la gestion et le commercial. Il ne faut négliger aucun de ces 3-là. Voilà. S'il y a un de ces 3 qui venait à être déséquilibré, il y a un équilibre dans la vie de l'entreprise. Donc, je fais beaucoup attention à ces 3 choses. Technique, gestion et commercial. Voilà. Vous êtes des jeunes, retenez quelque chose. Les 3 voies du développement, les 3 voies du progrès de l'humain, c'est le savoir, le travail et la rectitude. Voilà. On dit ces 3 choses. Ça, c'est ça qui fait que l'humanité peut se développer. Quoi. Rectitude, c'est être droit, quoi. C'est être juste. Et c'est presque la maths, quoi. Voilà. On dit sans le savoir, on ne peut rien faire. Et si vous avez le savoir et que vous ne le pratiquez pas, ben, ça ne sert à rien. Et quand vous pratiquez les deux, ça vous rend libre, ça vous empêche ça vous rend autonome, en fait. Et si vous êtes autonome, donc vous pouvez être droit. Voilà, vous pouvez être... donc moi, je dis aux jeunes de retenir ça. Et ça, ce sont nos ancêtres qui ont inventé ça. Quoi. Merci pour le partage. Très bien. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, à bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci encore. Au revoir.
Merci pour l'attention accordée à notre invité. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et cliquer j'aime à la vidéo de votre choix. Et Sibla vous remercie et vous dit à bientôt sur notre chaîne.